Et bonjour à tous, c'est Mustang, bienvenue dans cette vidéo d'analyse de reveal de ce chapitre 3. Donc là on va s'attaquer aux cartes Saphir. Si on a du temps, peut-être que je ferai les Saphir acier dans la même vidéo. On verra. Il y a un tout petit peu moins de choses à dire sur ces deux couleurs. Donc allons-y. On va commencer donc pas par Génie, on va commencer par Wendy. Wendy qui est 3-1 pour 3, elle a hors d'atteinte, elle a support, elle aura 2. Ça semble un peu naze comme ça. Ceci dit, grâce à hors d'atteinte, vous êtes normalement assuré qu'elle fasse son effet au moins une fois. Est-ce qu'on aura besoin de... Comme pour le morph, c'est-à-dire, est-ce qu'on aura besoin d'une carte comme Wendy qui va vous permettre de donner plus 3 de force à un de vos personnages pour gérer le gros alter qui va être joué? Peut-être. Peut-être. Donc, autrement, on risque de pas avoir joué Wendy parce que c'est quand même rude de payer 3 pour une 3-1 qui va se faire au trade instantanément dès que vous l'aurez incliné. Ceci dit, si encore une fois la méta change, la façon de gérer le board adverse change, et que ça passe vraiment par le board, support va devenir un mot-clé très intéressant. Notamment en combinaison, parce que, alors, on rigolait bien avec le Orville peut-être, ou le Tamatoa en vert qui sont 1-4 pour 2, mais 4 de volonté sur le tour 2, c'est compliqué à aller chercher. Alors, surtout quand vous lui donnez plus 3 de force grâce au support, ça fait une 4-4. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Ça, on verra si la méta évolue et passe par le board ou pas. Le génie, il est de 2 pour 2, il est ancrable, c'est un name, hein, c'est un génie, c'est une aurore également, c'est pas une mauvaise carte, voilà, c'est pas une mauvaise carte, c'est ok. C'est un peu plus que ok même, la carte elle est un peu agressive, donc très bien. Le chat de l'orphelinat, il est 4-5 pour 5 ancrable, je vous mets la traduction, non pas ici mais ici. En fait ce chat il a l'effet de Tala, c'est-à-dire que quand il est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisé. Ça arrive tard. Ça arrive trop tard malheureusement. Après c'est une carte commune. Normalement c'est censé être la puissance moyenne d'une carte commune. Et non pas des balais qui chargent 4-4 qui chargent pour 4. Hein, qu'il aura 2 en plus. Donc voilà. C'est une carte je pense qu'on verra pas jouer parce qu'au tour 5, bah, vous avez pas envie de ramper 1, vous avez pas envie de jouer Rufus. Il est même pas menaçant quoi. Encore il aurait 2 ou 3 points de l'or. Bon 3 ça sera pas abusé. Mais il aurait 2 points de l'or. Il serait à minima un petit peu menaçant quoi. Et si jamais vous n'avez pas envie de ramp, bah vous avez une 4-5 quand même, c'est pas facile à aller chercher. Donc, mais là non. Ah, Rufus, t'es trop faible. Hein. Tinkerbell. Tinkerbell, elle est 3-4 pour 5, elle est ancrable. Elle part à l'aventure pour 2. Lorsque un de vos objets est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisé. Alors c'est-à-dire que si l'adversaire bannit vos objets, vous pouvez le faire. Si vous bannissez vos propres objets, donc on a vu avec le Cleansing Rainwater dans le Reveal Ambre, ou si vous faites un Flavor Sham par exemple pour bannir un de vos objets pour piocher, bah vous prenez l'objet, vous le remettez en zone d'encre. Je trouve que c'est extrêmement fort, ça arrive un peu tard, c'est tour 5, mais mine de rien, c'est à ce moment-là, très souvent que vous allez bannir le plus d'objets via Flavor Sham. Finalement, est-ce que ça se curve pas si mal que ça? Moi je pense que oui. À noter aussi que ce système de rampe, ça n'existait pas encore. Souvent, vous faites du ramp depuis votre deck ou depuis votre main, ou alors c'est Grand Tala qui va se mettre elle-même en encre. Là, vous pouvez recycler les objets que vous avez utilisés, donc ça donne encore plus de value à vos objets pour finir en encre. Et le fait de rajouter des cartes en encre de cette façon-là, vous pouvez un peu considérer que c'est de la pioche. Parce que vous générez de la ressource, mais sans en perdre dans votre main. Donc vous faites du carte advantage. On peut pas vraiment parler de carte advantage parce que le nombre de cartes dans votre main ne bouge pas, mais en tout cas il ne diminue pas. Je pense que c'est très intéressant. Dans la curve avec Flavor Sham plus Tinkerbell, sachant que Flavor Sham, vous allez dire oui mais Flavor Sham faut qu'il reste en vie. Flavor Sham reste en vie. J'ai très rarement géré un Flavor Sham quand il était posé tour 4 par mon adversaire. Souvent je le gérais, même des fois même pas tour 5, parce qu'avec 6 styles de volonté c'est quand même chiant à aller chercher. Donc voilà. Moi je pense que c'est une bonne carte qui se curve bien malgré qu'elle arrive tour 5.
À noter aussi que comme ça ne bite pas votre main, ça va peut-être éviter de jouer des plumes, de vider votre main, et votre adversaire va jouer Ursula, vous défaussez votre rêve bleu, et vous allez perdre la partie. Riri, Fifi et Loulou. Alors on va je sais pas lequel est Riri, Fifi ni Loulou. Ceci dit, ils ont tous support. Il aura 2. Alors lui il est 3-4 pour 4, lui il est 2-3 pour 3, et le dernier il est 2-2 pour 2. Et je génère que 1 point de dollar. L'idée c'est que quand vous avez celui-là sur le board et que vous avez ses frères aussi, vous envoyez lui à l'aventure, vous piochez 3 cartes. Donc ça veut dire qu'il faut absolument pas jouer lui en premier parce qu'il a que 2 de volonté. Donc ça veut dire que vous allez jouer lui, puis lui, puis lui. Attendre un tour, qu'il survive un tour pour faire son effet. Les cartes qui synergisent 2 par 2. C'est déjà à la limite du jouable dans l'Arcana. Un bon exemple, c'est Pain et Panique. Les deux ensemble fonctionnent très très bien. Même Panique n'est pas si nul que ça, parce que mine de rien, il est 2-3 pour 3 seulement, et par l'aventure pour 2. Donc il est quand même efficace tout seul. Alors les autres aussi sont efficaces tout seul. Lui, pour 3, vous avez littéralement Panique, mais ancrable. Donc c'est pas si mauvais. Mais Pain et Panique, ça fonctionne parce que c'est vraiment, dans un premier temps déjà, il fonctionne très très bien à 2. Et en plus, Panique, il peut quand même être en synergie avec d'autres cartes. Là, c'est plus compliqué, sachant que vous en faut 3. Donc malheureusement, je pense qu'on verra pas la famille Ducktail. Non, c'est pas Ducktail, je sais quand ça fait la famille Duck, je suis con. Sur ce set. En parlant de... on va continuer dans Ducktail, on a Géo trouve tout, donc carte qui a été révélée par Entrejeux, carte que Mathieu adore. Donc il est 1-4 pour 3, il est ancrable, et vous l'inclinez, vous remettez un objet de votre défausse sur le dessus de votre pioche. Je pense qu'actuellement c'est injouable. Ceci dit, si on a des objets qui ont des effets d'arrivée en jeu, ou si on a des objets qui permettent de faire de la gestion de board en face, un petit peu comme la pomme empoisonnée, oui, ça sera jouable. En attendant, le meilleur objet du jeu, c'est la sucette, et je préfère jouer Nick Wild pour récupérer la sucette directement dans ma main, plutôt que de jouer Géo trouve tout, qui doit survivre un tour pour pouvoir être incliné, pour remettre un objet sur ma pioche et pourrir ma pioche le prochain tour. Enfin, en tout cas, entre guillemets, pourrir ma prochaine pioche. Ça manque d'objets de gestion. Si ils sortent des équivalents à la pomme empoisonnée, peut-être un poil plus générique, peut-être. Alors, il y a aussi, je crois, il y a un objet, je crois qu'il y a des objets en gris, qui quand vous bannissez l'objet, vous infligez des blessures. Je sais qu'il y a un objet qui donne Challenger, je crois. Ah oui, il y a l'action. Ouais, mais c'est une action, du coup, c'est pas un objet. Je veux dire, oui, il y a le lance-coco qui vous bannissez un objet pour infliger 5 blessures. Donc après, vous faites Géo trouve tout et vous remettez l'objet sur le dessus. Mais le problème, c'est. En fait, il aurait fallu que le lanceur de notre coco soit un objet. Bah non, en fait, même si c'était un objet, on s'en fout. Bah si, ça aurait pu être mieux si c'était un objet. Mais dans l'idée, même si vous lancez le lanceur de si vous jouez le lance notre coco, vous bannissez une sucette. Très souvent, vous allez bannir une sucette. Vous jouez Nick Wild, vous récupérez la sucette dans la main. Donc tant que sucette, ça sera le meilleur objet du jeu. Géo trouve tout, on le jouera pas. Et tant qu'il n'y aura pas d'objet de gestion générique, comme la pomme empoisonnée, mais en plus générique, pareil. On va passer ensuite à Audrey Ramirez, qui est 2-5 pour 5 ancrable à la hors d'atteinte et à le quest pour 2. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez redresser un de vos objets. L'avantage de Ramirez, c'est qu'à la hors d'atteinte, donc normalement vous êtes quasiment assuré de pouvoir faire son effet. Et il faut que vous ayez un objet à redresser pour profiter vraiment de son pouvoir. Alors, là comme ça, je dirais que on peut redresser par exemple l'objet en vert qu'on a vu, le airfoil, donc l'aileron. Vous allez piocher une carte supplémentaire. C'est franchement déjà pas dégueulasse de se dire tiens, je pars à l'aventure et je vais piocher en plus une carte. Évidemment, dans ce set 3,
bah, c'est pas un airfall que vous avez envie de redresser, ça sera le sous-fétiche que l'on verra un petit peu après. Mais voilà. Si on peut abuser avec un objet, le redresser, faire ses effets 2 fois par tour, ça serait une très très bonne carte Audrey Ramirez, sachant que, encore une fois, avec le hors d'atteinte, normalement, vous êtes quasiment assuré de pouvoir faire un petit peu n'importe quoi. En parlant de sous-fétiche, on va passer à Oncle Picsou. Oncle Picsou, il est 3-5 pour 5, il n'est pas ancrable. Pendant votre tour, il gagne évasive. Donc c'est une carte qui va aller chercher la bagarre, typiquement, comme Cruella et Jafar, hein, c'est des cartes qui sont là pour aller se bastonner un petit peu. Et pendant votre tour, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi, donc bah, s'il gagne un 6 et ça déjà ça aide, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Picsou, ça va être donc comme les Dalmatiens en jaune, peut-être le deck méchant, le deck vert-gris très contrôle. Picsou, ça va être un archétype à lui tout seul. Un peu comme Mufasa. C'est-à-dire qu'on va build autour de Picsou et tout miser sur Picsou. Je pense que c'est très dangereux. Parce que si vous touchez pas votre Picsou, bah, vous faites rien. Et sachant que, idéalement, il faut lui donner charge à Picsou. Et charge, ça se donne en violet, ça se donne en rouge. Donc il faut jouer un gros deck objet vert bleu-rouge, ça marche déjà, mais on verra qu'on ne jouera pas les mêmes objets. Parce qu'évidemment, si vous jouez une sucette gratuitement, bah, ça se prend, mais c'est triste d'investir dans Picsou pour jouer une sucette gratos. Et en bleu-violet, bleu-violet, il y a peut-être moyen. Parce que vous avez par exemple, vous avez la montre qui va donner charge, vous avez le maillet qui donne charge. Mais par contre, en violet, il n'y a pas beaucoup. Enfin, vous n'avez pas d'objet que vous avez envie de jouer gratos. Un chaudron, une autre montre. Compliqué. Mais bon, évidemment, encore une fois, l'objet que vous avez envie de jouer gratos avec Picsou, c'est le sous-fétiche. Des amis comme moi, je sais pas si c'est ça le titre en français, mais Friend Like Me, ou alors Ton meilleur ami peut-être, chanson qui coûte 5, qui est ancrable. Chaque joueur place les 3 prochaines cartes de leur deck dans leur réserve d'encre, face cachée et épuisée. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire, bah c'est nul parce que tout simplement vous allez donner 3 d'encre à votre adversaire qui va pouvoir en profiter avant vous. C'est vrai. Mais il faut-il encore que votre adversaire il a un deck qui va utiliser toutes ces encres. Et ça c'est moins sûr. Tandis que vous, si vous jouez cette carte là, votre deck va utiliser ces encres. Donc il faut que vous arriviez à mieux profiter de ce boost de ressources que votre adversaire. Actuellement je pense que c'est pas trop possible parce que bah, les cartes de gestion en bleu, des gros personnages, ben, ils sont pas assez intéressants. Enfin, ça va pas vous permettre de revenir dans la partie après avoir donné un avantage à votre adversaire. Parce que Hades, vous continuez à donner des ressources à votre adversaire, et au pire, ça va être quoi? Ça va être Madame de Tremen, vous allez gérer une carte, vous jouez Maléfique Dragon, vous allez gérer une carte. Sous réserve aussi que Soyez prête ne soit plus jouable dans ce chapitre 3. Notez aussi que c'est quand même beaucoup de rangs pour une seule carte. Ça peut vous éviter de jouer la plume, ça peut vous éviter de passer par des grands Mertala, ce genre de carte. Peut-être en jaune-bleu, vous pouvez la chanter sur le tour 4. Et ça vous propulse à 7 d'encre. Donc, peut-être, sachant que, encore une fois, il y avait aussi le cœur de l'Atlantis en jaune qui se met très bien dans les archétypes plutôt mid-contrôle. Enfin, en tout cas late, jouer des gros personnages très rapidement, il y a quelque chose. En tout cas, le fait que ça soit ancrable, ça aura le mérite de pouvoir être testé. Parce que si ça avait été non ancrable, ouais, je pense que là, ça aurait été un peu compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que votre deck tourne autour de cette carte-là. Maintenant, on peut quand même essayer, ça se trouve, c'est pas si mal on s'en fout de donner de l'encre à l'adversaire. Le but, c'est que vous, votre deck, les utilise.
et que vous faites un comeback là-dessus. Parce que l'adversaire, si vous lui mettez à 17 d'encre, mais il n'est pas capable d'en utiliser plus de 8, bah très bien. Si vous êtes à 17 d'encre, mais vous faites des tours à 16 encre, c'est mieux. Ensuite, distraction, une carte action qui est ancrable pour 2. Vous choisissez un personnage, il perd 2 de force pour le reste de ce tour, puis vous piochez une carte. Bon, c'est... Ça coûterait 1, ouais, ok. Là, ça coûte 2, donc non. Le gyrosensor d'Aurélien, lorsque un de vos personnages part à l'aventure, vous pouvez regarder la prochaine carte de votre deck et la mettre soit sur le dessus, soit sur le dessous. Donc vous faites du quality advantage. Si le jeu se ralentit, ça peut être une bonne carte. Parce que ça veut dire qu'avec le quality advantage que vous allez générer, vous allez tout simplement prendre petit à petit l'ascendance à la partie. Parce que les cartes que vous allez jouer, ce sont, entre guillemets, les bonnes cartes sur le moment. Là où l'adversaire, s'il ne peut pas faire de trier sa pioche, il va piocher des cartes, mais peut-être qu'il n'ira pas chercher, il n'aura pas les cartes qu'il lui faut sur le moment. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas... Je trouve pas ça vraiment broken, parce que vous avez quand même la contrainte d'avoir vos personnages qui partent à l'aventure. Bon, après, c'est quand même le but dans l'Arcana. Mais c'est pas comme un chaudron. Un chaudron, vous payez 2, vous faites son effet directement. Et à tous les tours, gratos. Là, il y a quand même la condition de, à chaque fois qu'un de vos personnages part à l'aventure. Donc ça veut dire que si la prochaine carte vous plaît pas, vous le mettez en dessous, vous repartez à l'aventure, vous regardez, ça vous plaît pas, vous le mettez en dessous. Vous pouvez quand même trier beaucoup de cartes comme ça, à condition que vous partez rapidement à l'aventure. A noter qu'avec Ariel, c'est quand même très très fort. Hein, parce qu'avec Ariel, du coup, vous allez pouvoir, si vous avez absolument besoin d'aller chercher des objets à 1 peut-être, pour continuer votre combo, ça permet quand même de trier votre deck. C'est à voir. C'est pas broken, c'est pas nul, c'est ok. Le chapeau de forme de Oncle Picsou, il est non ancrable pour 2. C'est une lanterne, typiquement. Pas pour les personnages, mais c'est une lanterne pour les objets. Un peu aussi comme la carte du Docteur Facilier, qui est une lanterne pour les actions. Bah, ouais, ok. Ça se prend, pourquoi pas, mais toujours à noter que les objets ne font toujours pas de gestion, donc c'est bien de jouer beaucoup d'objets, mais si vous laissez votre adversaire jouer gratuitement sans pouvoir le menacer pendant 6 tours, vous perdez fatalement la partie. Volte d'or, objet, vos personnages et vos lieux dans les personnages gagnent résistance plus 1. Ça commence à bien protéger la maison de Belle pour faire des jolis combos. Mais encore une fois, c'est très très bien de ce genre de cartes. Ça permet de jouer les cartes, les lieux, tout ça, faire des combos plus facilement. Mais ça arrive peut-être encore une fois trop tard parce qu'en attendant, l'adversaire y joue et vous ne faites pas de gestion. Et si vous faites de la gestion, vous retardez votre combo, donc au final, ça change pas tellement le problème. Le fameux sous-fétiche dont j'en parlais. Objet légendaire. Première carte légendaire qui n'est pas un personnage. Ça coûte 7, c'est non ancrable, donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de jouer le sous avec Oncle Picsou. Vous l'épuisez, vous payez 2 et vous générez instantanément le lore égal au lore d'un de vos personnages. Donc avec violet et vert via le Peter Pan, c'est la... maintenant en bleu on est aussi capable de générer instantanément du lore. Alors bien sûr en jaune il y avait Jean-Christophe, mais Jean-Christophe MDR, voilà. Sauf fétiche c'est... En plus si vous avez Ramirez à côté, ça peut très très vite, vous pouvez générer 10 points de lore en un seul tour très facilement grâce à ce sous-fétiche plus Ramirez. À voir, à voir. C'est à voir. Ouais, c'est votre payoff. Donc encore une fois, si on joue en violet bleu, vous donnez charge à Oncle Picsou et vous jouez ce sous-fétiche. Et ensuite, faut prier que l'adversaire joue pas de Benja. Voilà. On verra. Le sous-fétiche, en tout cas, il est très très fort. Ça arrive quand même un peu tard. Ou alors, il faudrait pouvoir donner ward, hors d'atteinte à votre Oncle Picsou. Comme ça, le tour d'après, vous avez que à payer 1. Vous jouez le sous-fétiche. Et là, vous pouvez vraiment l'exploiter comme il faut. On verra, on verra.
C'est un peu difficile à se projeter, mais on verra. On va passer aux cartes acier, parce qu'on est à moins de 20 minutes là. Alors, Nala, elle est 2-4 pour 3, elle est ancrable, l'or pour 2. Donc il y a déjà des équivalents en acier dans le chapitre 2 ne sont pas joués. Si elle est jouée un jour, ça sera pour son nom. Même pas pour ses types, parce que ses types sont pareils, hein, elle est juste alliée. Bourriquet, il est 4-5 pour 5, donc au lieu d'être 5-5, mais il a la résistance plus 1. Je trouve ça limite plus fort. Mais on verra pas quoi. Ida, elle est 2-3 pour 2, ancrable, elle a la bodyguard à l'or pour 1, c'est littéralement Simba Ambre du chapitre 1. Le fait que ce soit Kida, ben, l'archétype dont je parlais dans la première partie de ces reveals en jaune-gris rempart, Kida s'intègre très très bien dans cette stratégie-là, puisqu'en plus elle va permettre d'être un support à alter pour la Kida légendaire. Minnie Mouse, 0 pour 3, elle coûte 1, elle est ancrable. Tant que ce personnage est dans un lieu, elle gagne plus de force, donc c'est une 2-3 pour 1, tant qu'elle est dans un lieu. Mais il faut qu'elle soit dans un lieu. Donc concrètement, c'est une 2-3 pour 2. Bah, autant jouer une 2-3 pour 2 flat. Enfin, ouais, non. Parce que là, c'est assez compliqué. Parce que vous pouvez faire tour 1 mini, tour 2, vous jouez un autre tour 1, vous jouez un lieu. Ou vous jouez juste un lieu, vous déplacez mini dedans. Donc vous avez quand même joué une carte. Ouais. Je pense que non. Lithos. Il est 4-1 pour 4, ancrable, résistance 2. Mine de rien, même avec 1 de volonté, c'est virtuellement comme s'il était à 4-3. En tout cas, vous devez taper dedans avec une carte à 3, parce que vous tapez avec un personnage qui coûte 2, qui a 2 de force au moins, ça ne fera rien. Et c'est à peine ok comme carte, je pense. Surtout avec un seul point de l'or, c'est à peine ok. À voir s'il y a des synergies titans qui viendront un petit peu après. Gulliver Glass est 3-5 pour 5, ça vient de Super Baloo. Je ne connaissais pas ce personnage, bien que je connaisse Super Baloo. Alors j'ai pas vu toute la série, je regardais ça quand j'étais petit. Mais même en tapant Gulliver Glass dans Google et en rajoutant Super Baloo à côté, vous ne verrez pas d'image de ce personnage-là. Vous verrez que la carte. En bref. Donc il est 3-5 pour 5, il est ancrable, il part à l'aventure pour 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure et qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger une blessure. Donc il faut l'envoyer à l'aventure, il faut qu'il soit sur un lieu pour faire l'effet de Hans. Certes, il est 3-3, il est pas 3, il est 3-5, il est pas 3-3, c'est beaucoup plus intéressant. Mais j'aurais tendance à dire que si j'ai besoin d'un personnage pour infliger une blessure, bah, je préfère jouer Hans qui arrive un tour plus tôt. Et qui génère le même point de l'or. Simba, le roi légitime, il est 4-6 pour 5, il est ancrable et à chaque fois que ce personnage en bannit un autre pendant votre tour, vous choisissez un personnage adverse qui ne peut pas défier pendant son prochain tour. On n'a pas grand chose à dire, c'est à peine bien. Ouais, donc je pense pas qu'on joue ce Simba là. Ce Simba, le prince combatif, 5-7 pour 7, ancrable, carte révélée par Ketal. Chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant votre tour, choisissez entre piocher 2 cartes, puis choisissez et défausser 2 cartes, choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Donc en gros, vous choisissez entre 100 dessus-dessous et allumer les mèches. Pour 7. Notez aussi la formulation un peu bizarre chaque fois que vous jouez ce personnage. C'est bizarrement dit, mais bon, ok, hein, on comprend l'idée que quand vous jouez le personnage. Sincèrement, je sais que t'aimes beaucoup les Simba, Ketal, mais même si on faisait les 2 effets pour 7, on le jouerait pas ce Simba. Voilà. Si on peut le tricher via Mufasa, si on joue Mufasa, on joue un Mufasa jaune-gris et qu'on peut le tricher, très bien, c'est une bonne carte, parce qu'évidemment on triche le coup en encre. Mais jamais je paye 7 pour lui. A noter aussi, je dis bien, je ne payerai pas 7 pour lui. Mais si je joue la grosse lanterne, donc le cœur de l'Atlantis au tour 4 en jaune, le prochain tour, je peux jouer un personnage à 7,
Donc au tour 5, je joue ce Simba là. Donc au tour 5, j'ai une 5-7 qui inflige peut-être 2 blessures, ou qui va me permettre d'aller chercher un truc dont j'ai besoin. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Mais le jouer pour 7, c'est hors de question, même s'il faisait les deux effets. Helga Sinclair, 2-4 pour 3 en crabe, Challenger plus 2. Bon, ça existe déjà. Ça a un nom, tout du moins, elle pourra servir de support à Alter. Le shérif de Nottingham, qui a beaucoup fait parler de lui, il est de 4 pour 4, il n'est pas ancrable. Lorsque vous défaussez une carte, vous pouvez infliger une blessure à un personnage adverse. Alors, contre les decks défausse vert gris, ça marche pas très bien parce que les cartes en face, Bucky, Prajan, ils ont insaisissable, ils ont hors d'atteinte, donc vous pouvez pas leur infliger de blessure. Maintenant, si vous, par exemple, vous faites l'effet de ransack, vous piochez 2, vous défaussez 2, vous infligez aussi 2 blessures. Si vous faites ce rêve bleu, vous défaussez de votre main, vous infligez autant de blessures que vous avez défaussé de cartes de votre main. Et pareil, si l'adversaire fait un ce rêve bleu et que vous avez un shérif de Nottingham, potentiellement vous lui rasez son board si vous avez beaucoup de cartes en main. Donc shérif, il est très intéressant et à voir. À voir, j'espère que ça sera pas un chef bogo, c'est-à-dire sur le papier très intéressant mais dans les faits très très nul. Mais faire shérif T4 et rêve bleu T5, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. À noter aussi que, contrairement à Prince Jean, si vous infligez, si vous défaussez par exemple 5 cartes, vous infligez pas 5 blessures ou 0. Donc 5 blessures au même personnage ou 0. Là, le texte il est un petit peu différent. Vous infligez 5 fois une blessure. Donc vous pouvez dispatcher les blessures comme vous le sentez. Petit Jean, carte révélée par Entrejeux. Il est 2-4 pour 3, il est ancrable, il est rempart, parfait. Donc ça rentre encore une fois dans le deck rempart. Et pendant votre tour, il gagne insaisissable. Bon, insaisissable, je sais pas trop parce que de force, ça va pas chercher grand chose. Mais ce que l'on va retenir, c'est le fait que ce soit un petit Jean et que ce soit un petit Jean. On va surtout retenir ça. Parce que d'ailleurs, le petit Jean, il y a le gros petit Jean. Et le gros petit Jean, il est 4-5 pour 6, il est ancrable, mais shift 4. Et lorsque ce personnage est épuisé, vos autres personnages... Non, c'est pas vos autres, c'est vos personnages avec bodyguard gagnent résistance plus 1 et plus 1 point de lore. C'est incroyablement fort ça. C'est vraiment très très fort. Si vous faites pas le Pluto Alter sur le tour 4, vous avez plutôt ce plan de jeu là. C'est-à-dire que sur le tour 2, vous jouez pas le prince, vous jouez lui. Ce qui est un petit peu équivalent, parce que le prince il est 1-3, lui il est 2-4. Et alors le prince il a résistance 1, lui il est 2-4. Et ensuite, sur le tour 3, vous jouez lui. Et ensuite, tous les remparts que vous jouez ensuite deviennent des murs infranchissables. Et c'est solide. Je trouve ça très solide. Est-ce que ça sera tout de même pas trop lent? Je ne sais pas. Mais c'est une idée de deck qui semble quand même assez évident. On passe maintenant à Robin des Bois, il est de 2 pour 1. Comme Milo, c'est juste un name, ça sera un support à Alter. Et alors, voici l'Alter. Quelle sacrée carte ce Robin des Bois. Il est 3-6 pour 5 ancrable. Shift 3. Seulement 3. Pour 3, vous avez une 3-6. C'est déjà énorme au niveau des stats. Mais en plus de cela, pendant votre tour, lorsque vous bannissez un autre personnage via un défi, avec ce personnage évidemment, vous gagnez 2 de l'or. Donc vous avez un personnage surstaté pour 3, qui s'il fait de la gestion le tour où il est arrivé via son alter, vous gagnez 2 points de l'or. Et quand ce personnage est banni via un défi, pas forcément pendant le tour de votre adversaire, donc même si vous avez envoyé Robin des Bois au suicide, vous piochez une carte. La carte, je pense qu'elle n'a pas de défaut, et je pense que la carte est extrêmement forte. On va passer ensuite à Monsieur Mouche, il est 3-3 pour 2, ancrable, gagne 2 points de l'or. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, infligez-lui une blessure. C'est une 3-3 pour 2, donc comme pour, j'ai oublié son nom, mais celle en rouge qui est non ancrable ou Madame Mime.
Là, vous avez vraiment aucun défaut à jouer cette carte-là. Parce que si vous jouez Monsieur Mouche, je pense que vous allez jouer dans un deck capitaine, voire même dans un deck qui n'est pas capitaine. Vous avez une 3-3 mine de rien qui aura 2. Donc c'est vraiment menaçant parce que Madame Mims elle aura 1, la carte en rouge elle aura 1, lui il aura 2. Il s'inflige des blessures. Donc potentiellement vous allez pouvoir aussi les soigner. C'est un générateur de blessures, mine de rien. Excellente carte. Excellente carte, Monsieur Bouche, je pense. Ensuite, on a l'Olympe, c'est dans cette direction. Vos personnages gagnent plus 3 de force ce tour pendant qu'ils défient des lieux. Bon, bah tout simplement, hein, c'est... si vous avez 2-3 personnages, vous allez défoncer tous les lieux qu'il y a en face. La carte, elle est vraiment faite pour ça. Elle coûte que 1. C'est la carte anti-lieu, je pense, par excellence. Alors, des cartes anti-lieu, en voici une autre. Elle coûte 3. Elle est ancrable. Vous bannissez le lieu ou l'objet choisi. Si vraiment le deck sous fétiche devient très très joué, ça peut être une bonne carte, hein. Tout comme la chanson qu'on a vue en vert. Hein. Si finalement la méta s'oriente autour du sous fétiche, bah, vous avez déjà les réponses. Sinon, la carte là va attendre dans le classeur. C'est ce qu'on appelle une bonne carte tech. Mais si la méta s'y prête, elle sera jouée. Si la méta ne se prête pas, elle ne sera pas du tout jouée. Et si c'est dans l'optique de vraiment de défoncer que les lieux, bon, bah, je pense que surtout en gris, cette carte là, elle est bien meilleure. Quand soudain survint Zeus, chanson pour 4 non ancrables. Vous choisissez un personnage ou un lieu et vous lui infligez 5 blessures. Je trouve ça extrêmement fort. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent d'un feu de dragon, mais que vous pouvez chanter. Parce que, entendons-nous, c'est pas un feu de dragon, vous bannissez pas directement le personnage, mais infliger 5 blessures, il n'y a pas beaucoup de cartes qui survivent à 5 blessures. Donc pour moi, c'est un feu de dragon que vous allez pouvoir chanter. Si la méta est un peu plus lente et moins aggro, donc ça veut dire qu'on va retirer les Tirons la bête et on va jouer cette chanson-là à la place, qui va gérer des gros stakes ou plus de 4000 games. Notamment, si vous affrontez le deck rempart, vous serez très content de mettre 5 patates, peut-être à plus tôt, et de terminer avec un personnage à 3 d'attaque. Sinon, on la verra pas. Mais c'est méta dépendant. Moi, je trouve la carte très très bonne. Mais ça, encore une fois, c'est un peu méta dépendant. De toute façon, gris, c'est souvent ça. Hein. Les cartes en gris, elles sont en acier, elles sont souvent très très bonnes, mais elles n'ont pas tout le temps leur place et elles attendent le bon moment pour briller. Parce qu'elles sont là pour un peu comme des garde-fous si jamais la méta devient trop pétée à un moment donné. Bon, après, pour violet, rouge, gris n'a même pas suffi. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Mickey Mouse, le trompettiste, il est 0-1 pour 4, il n'est pas ancrable. Vous doutez bien qu'il doit avoir un effet incroyable, surtout que c'est une légendaire. Vous l'inclinez, vous payez 2, et vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre main. Ouais, c'est-à-dire que sur le tour 5, s'il a survécu, sur le tour 5, vous jouez des dingos, des maoris, vous faites n'importe quoi. Alors l'effet il est extrêmement fort et il faut que ce Mickey survive. Actuellement, la seule façon de faire survivre ce Mickey, c'est soit de le foutre dans Fang, soit de lui donner vraiment patate de résiste. Donc il y a l'armure de souris qu'on a vue, il y a des chansons en bleu avec la 4-12N2 de Gaston qui donne résistance plus 2. Ouais, mais il lui faut vraiment patate d'armure pour qu'il puisse passer un tour. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on va quasiment build le deck autour de ce Mickey. Donc il vous faut vos générateurs d'armure, jouer Mickey sur le T4, activer vos générateurs d'armure et prier pour qu'il passe le tour pour ensuite tous les tours faire n'importe quoi, jouer des grosses decks. Je pense pas que ce soit un deck qui va être compétitif, ça va vraiment être un deck plus fun dans le sens Ariel Combo. Parce que même les centres dalmatiens, je pense que le deck est à minima jouable. Les balais, c'est jouable aussi. Je ne dis pas que ça sera forcément très très fort, mais ça sera vraiment jouable. Là, ce deck-là, on est plus sur du Ariel Combo. Et je pense que ce sera juste un deck rigolo. Ensuite, on est sur la carte de la planète au trésor.
Donc objet qui coûte 3, ancrable, vous l'inclinez et vous faites une lanterne pour les lieux. Et ensuite, en passif, vous payez 1 de moins pour déplacer un personnage dans un lieu. Ça arrive un peu tard. Si ça avait été une vraie lanterne, franchement, il aurait été pour 2 non ancrables comme une lanterne. Ça aurait été une très très bonne carte. Là, pour 3, j'ai peut-être peur que ça arrive un peu tard. Parce que pour 3, vous allez jouer, vous allez incliner, vous allez jouer un jeu à 1 gratos, si vous faites ça. Donc vous avez un lieu qui a 4 de volonté. Vous placez un personnage à l'intérieur. Mais bon, ça n'est pas grand chose quoi. Soit vous avez la mini qui va être de 3. Soit vous avez un Peter Pan qui va gagner 1 point de lore instantanément. Et derrière, bah c'est tout quoi. Oh. Si on joue le Ariel Combo, ça peut aussi être un très très beau objet, ceci dit. Et actuellement, je le vois bien briller que dans ce deck là, mais ça ne change pas mon analyse de si on n'a pas d'objets qui ont des effets de gestion comme la pomme empoisonnée, le deck, je ne vois pas dans quel monde le deck puisse voir le jour. On termine enfin par la rapière de Captain Crochet. C'est un objet qui coûte 3, qui n'est pas ancrable. Pendant votre tour, lorsque un de vos personnages en bénit un autre pendant un défi, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Et vos personnages nommés Capitaine Crochet gagnent Challenger plus 1. Notez que ça se cumule. Ça veut dire que votre Capitaine Crochet 1-2, avec cette rapière là en jeu, lorsqu'il défie, il passe 4-2 et non pas 3-2. Les personnages Captain Crochet ils sont pas si mauvais hein, en gris. Alors vous avez le Captain Crochet qui récupère à lui les mèches. Ça, on va peut-être éviter de jouer parce que ça commence à faire beaucoup de non ancrables. Après il y a même le Captain Crochet Alter qui est toujours pas ancrable. Mais franchement, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Faut voir. En tout cas, moi je jouais beaucoup un deck violet n'importe quoi. Gris-rouge qui passait par le board. Et je faisais beaucoup de gestion très efficace, mais à un moment donné, si je faisais pas la sortie parfaite, j'étais très vite épuisé. Et là, si la méta passe par le board, que ce soit en violet-rouge avec l'exemple que j'avais donné avec Madame Mime et le Prince, etc. Si la méta passe par le board, ça c'est une sacrée bonne carte. Si finalement on s'en fout du board, oui non ça sera jamais joué. Et donner juste la jouer pour donner Challenger plus 1 à votre Capitaine Crochet, non merci. Mais je pense que la carte n'est pas si mauvaise que ça. C'est encore une fois très dépendant de la méta. Est-ce que ça passera par le board ou pas? C'est tout pour les reveals, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus hypé parmi donc toutes les couleurs, tout ce qu'on a vu, ou ce dont on vient de parler en vidéo si vous avez commencé par cette vidéo. Là-dessus, alors dites-moi si vous êtes hypé par le Sophiti, si vous êtes hypé par l'oncle Picsou, ou si vous êtes hypé par le Ariel Combo. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Il y a peut-être, donc du coup, moi, c'est forcément les Robins des Bois, les remparts que je trouve jouables grâce notamment à la partie ambre. Et ce Simba-là, si on joue la grosse lanterne, je dis pas. Peut-être que ça sera une très très bonne carte. On verra. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Je referai d'autres vidéos quand on aura plus de reveal prochainement. On risque d'en avoir beaucoup, même très prochainement. Donc, à bientôt.